Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des Paroles libres de l'AFPOLS, enregistrée comme les autres dans les locaux de l'association. Avec aujourd'hui un thème peut-être un peu méconnu dans sa complexité, on va le voir, même s'il n'est pas nouveau dans le secteur, il est en tout cas en évolution et il bouscule un peu les pratiques, parfois même la vision de ce qu'on est ou ce qu'on peut-être attend du logement social dans notre pays. Nous allons parler donc des copropriétés avec ce titre HLM et copropriété, la copropriété, une organisation sociale à décrypter. On voit bien dans ce terme qu'il y a de quoi dire. Et nous accueillons avec plaisir Marie-Pierre Lefebvre. Bonjour madame. Bonjour. Notre intervenant dans ce débat. Vous êtes sociologue, professeur à l'université de Tours, chercheur au laboratoire CITER, je le décris, Cité, territoire, environnement et société. Tout est dit. Et votre discutant, qui est déjà présent dans le studio, bien sûr, et qui viendra tout à l'heure débattre avec vous, faire part à la fois de son expérience et de son opinion sur ce que vous nous direz, est ancien directeur des syndics au groupe 1001 Vie et Habitat, c'est Hervé Le Servoisier. Et on le recevra dans un instant. Peut-être pour démarrer avec vous, Marie-Pierre Lefebvre, une précision. Vous l'avez, je crois, je l'ai dit, une spécialiste de la copropriété. En tout cas, depuis que la recherche existe sur le thème, on le refait remonter aux années 90. Je crois que c'est vous qui le dites. Alors, bon, ça a commencé un peu avant. Et ce qu'il faut préciser, c'est que je suis sociologue. Et s'intéresser à la copropriété quand on est sociologue, c'est quelque chose de pas très évident. D'inhabituel. D'inhabituel, puisque c'est surtout un sujet juridique. Donc, alors, les recherches sur la copropriété ont commencé très doucement, enfin, hors champ juridique, ont commencé très doucement. Il y a eu de premiers travaux dans les années 70. Mais moi, je m'y suis collée, disons, dans les années 90, à un moment où émergeait un problème qui n'a fait que, prospérer, malheureusement, c'est le problème des copropriétés en difficulté. Et donc, c'est sous cet angle que j'ai abordé la question de la copropriété d'abord. Et alors, j'ai pas ouvert un champ de recherche, mais j'étais un peu seule à m'intéresser à ce sujet ingrat pendant un certain temps. Voilà. Mais aujourd'hui, la relève est prise. Et il y a d'autres chercheurs non juristes, je dirais, sociologues ou de sciences sociales qui s'y intéressent. Voilà. Ouais. Et il y a beaucoup de travaux, notamment des travaux financés par le PUCA, qui est un grand initiateur de recherche en matière de copropriété. Programme de recherche sur l'urbanisme. Enfin, Programme de plan urbanisme, construction, architecture. Ça, exactement. Pardon. Donc sous l'égide du PUCA en particulier, il y a des travaux qui sont menés qui permettent de mieux aborder la copropriété sous l'angle qui vous intéresse aujourd'hui, je crois. C'est-à-dire, comme vous le dites, comme une organisation sociale et pas seulement comme un ensemble de règles de droit. Voilà. C'est ça. Et peut-être parce que vous avez parlé des questions juridiques, sont les premières effectivement qui viennent en tête, mais quand on parle des organismes en copropriété, on va y venir, c'est à la fois juridique, économique, patrimonial, bien sûr, l'importance, ça interroge l'organisation même, dans l'occurrence de l'organisme HLM, on va y venir, les ressources humaines, tout cela se recoupe. C'est un peu ce que vous voulez dire, et c'est vrai que dans ce cadre, c'est peut-être moins la sociologue qui est attendue, ce que vous avez voulu nous dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est la sociologie du droit, c'est un domaine qui s'intéresse à la mise en œuvre des règles, considérant que les règles, c'est pas seulement ce qui est dans les livres, comme disent les spécialistes, mais c'est ce qui est mis en œuvre par les acteurs sociaux. Et sur ce plan, il y a beaucoup à faire sur la copropriété. Parce que la copropriété, ça représente une grande partie du parc de logement en France. C'est alors difficile à évaluer. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour lesquels c'est difficile d'évaluer. D'un bon tiers, oui, voilà, c'est à peu près un tiers. Bon, voilà, autant qu'on sache. Et donc, ça concerne énormément de gens. Et ça aussi, d'ailleurs, il faut le dire au passage, il y a un décalage entre le nombre de gens concernés par le sujet et le peu de recherches, finalement, qui sont consacrées. Voilà. Et puis, le fait que ce sont surtout les juristes qui, jusqu'à une période récente, ont un peu exercé un monopole de l'expertise sur le sujet, font que les individus qui sont concernés par la copropriété parce qu'ils y vivent en premier lieu,
ont eu tendance à penser que c'était pas pour eux, en gros, hein, voilà, et que c'était opaque, c'était compliqué. C'est vrai que les règles de la copropriété sont des règles complexes. Ouais. Vous avez publié déjà plusieurs travaux, hein, ce qui est normal, et dont un sur lequel je vais m'arrêter, on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'évidemment le titre interpelle, et on va le voir tout de suite, la copropriété, faillite d'une structure de confiance. Et je voudrais qu'on revienne sur ce terme de confiance, mais auparavant mentionner que cet ouvrage date de 99, oui. Et que votre éditeur, vous-même, je ne sais pas dans quelles conditions, ont jugé utile de le rééditer en 2023. Oui, c'est pas neutre. Oui, pas neutre du tout. Bon, alors c'est pas moi qui ai demandé. On y reviendra sur ce thème de confiance. Hein, oui. Mais c'est le PUCA à la demande d'un certain nombre d'acteurs partie prenante du champ de la copropriété, semble-t-il, d'experts, qui trouvaient que ce livre conservait une actualité même s'il était ancien. Donc, il a été il a été actualisé. Il y a une préface qui l'actualise un peu. Mais voilà, donc il semble que ce que contient cet ouvrage, donc à propos de cette idée de faillite de structure de confiance, soit encore d'actualité. Je dirais encore d'actualité, malheureusement. Et sur lequel il faut travailler encore. Parce que le sens de cette expression faillite d'une structure de confiance, c'est que les règles, en gros, pour résumer, les règles juridiques de la copropriété, qui organisent la copropriété, fonctionnent, disons, tant qu'il n'y a pas de difficultés, notamment des difficultés d'ordre financier. Mais que dès lors que les difficultés arrivent, le droit est impuissants à régler un certain nombre de difficultés, ou tout au moins, les acteurs sociaux ont du mal à se saisir des règles pour résoudre ces problèmes. Et donc, tout bascule très rapidement, et du même coup, avec les difficultés, arrive, la perte de confiance dans le droit, dans ce qui soutient, en fait, toutes les relations sociales à l'intérieur de la copropriété. Voilà. Alors, et la confiance entre les acteurs, pardon. Je l'ai dit, on y reviendra sur ce thème de confiance, et je suis sûre qu'Hervé Le Cervoisier, votre discutant, pourra nous donner son avis là-dessus en 2025, donc juste 2 ans après cette réédition. De quoi parle-t-on quand on parle de copropriété, qu'est-ce qu'elle représente dans notre pays? Vous avez parlé sur le plan du chiffre, hein, mais vous êtes sociologue, donc qu'est-ce que cela signifie au fond? Il faut d'abord dire que... copropriétaire, quelles sont les constantes d'une copropriété? Oui, alors d'abord, avant de parler des constantes, je pense qu'il faut relever la diversité de la copropriété. Hein. La copropriété, c'est d'abord des petites structures. La majorité des copropriétés sont petites, c'est-à-dire moins de 5 logements, ou 5 logements au plus. C'est donc très petit. Et... plus de la moitié, autant qu'on sache, plus de la moitié des logements en copropriété sont dans des copropriétés de moins de 20 logements. Voilà. Donc, on a les yeux braqués sans doute sur les grandes copropriétés, c'est vrai. Notamment quand on pense aux copropriétés en difficulté, on a des images en tête qui sont plutôt celles de grandes copropriétés. Mais il ne faut pas oublier que le monde de la copropriété est très divers et que majoritairement, il est constitué de petites copropriétés qui sont mal connues. Bon. Donc ça, il faut le dire. Alors les constantes, entre une copropriété de 5 lots et une copropriété de plusieurs milliers de lots, évidemment, il y a des écarts. On ne parle pas de la même chose, bien sûr. On ne parle pas de la même chose, effectivement. Donc je pense qu'il faut souligner ça. Et peut-être aussi pour arriver au constat, qui est un constat alors proprement sociologique, c'est que chaque copropriété constitue, on pourrait dire, une organisation avec des règles qui sont évidemment assises sur le droit, mais des règles qui se construisent aussi dans la pratique et qui varient du coup d'une copropriété à l'autre. Donc, ce qui ressort des travaux, c'est l'importance en France des organes de gestion, comme on dit, c'est-à-dire du syndic. Alors qui, dans la très grande majorité des cas, en France, est professionnel, à peu près 80%, plus 85%. Pourquoi insistez-vous sur la France? On donne quelques exemples étrangers? Alors oui, j'y viendrai peut-être pour faire ressortir les spécificités du cas français. Oui. Donc l'importance des organes de la copropriété, donc ce sont eux qui font fonctionner les copropriétés, ça c'est à peu près général. Donc les syndics, les conseils syndicaux, qui sont désormais en principe obligatoires, donc qui sont constitués de copropriétaires désignés par l'Assemblée générale, et les assemblées générales. Donc tout ça constitue la structure de la copropriété en général. Il y a un travail qui a été fait par une jeune chercheuse qui s'appelle Tess Simayo, sous l'égide du PUCA aussi, sur les petites copropriétés sans syndic.
Et elles semblent, dans très petites copropriétés, là, vraiment de 2 à 5 lots, enfin vraiment très petites. Et ça, ce sont des copropriétés qui sont peu structurées, où on peut penser même où elles constatent que les copropriétaires n'ont pas vraiment conscience qu'ils sont en copropriété. Voilà. Ça, c'est un fait, je crois, assez courant, non? Copropriétaire, est-ce que c'est... je sais qu'il en est parfois question chez les observateurs et notamment les organismes HLM. On se rend compte peut-être un peu après coup que copropriété implique aussi un certain nombre de devoirs. C'est ça. Qu'est-ce que ça implique d'être d'obligations et de dépenses. Tout à fait. Est-ce que c'est un élément de surprise en général pour le copropriétaire? Alors, bon, peut-être de moins en moins, parce qu'il y a quand même des garde-fous qui ont été mis en place pour informer les copropriétaires, mais quand même, tout est fait, je dirais, bon, là aussi je simplifie un peu, pour que quand on devient copropriétaire, eh bien, on ait conscience. On est peu conscient de devenir copropriétaire, mais en fait, seulement d'être dans un acte d'achat qui consiste à acheter un appartement. Voilà. Et le reste est un peu périphérique. Voilà. Bon. Cela dit, en général, on ne tarde pas à prendre connaissance de cette périphérie. Cette réalité, voilà, de cette réalité. Et ce qu'on peut penser aussi, c'est que quand même de plus en plus la conscience d'appartenir à un collectif, elle s'affirme dans un certain nombre de cas, parce que les conseils syndicaux ont gagné en puissance, parce qu'il y a des associations de copropriétaires qui sont très actives, parce que bon voilà, il y a des modes d'information, l'État aussi informe, l'ANA informe. Bon, voilà, donc il y a quand même des efforts faits pour informer davantage les copropriétaires de ce qui les engage, sur ce qui les engage quand ils deviennent propriétaires d'un appartement. Voilà, alors quand on compare à des droits étrangers, on voit des points communs. Vous l'avez fait un petit peu. Oui. Et ça, je trouve ça toujours éclairant, absolument nécessaire, à la fois pour la recherche, et aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire pour faire comment on fait évoluer nos règles, nos politiques publiques. Ça peut être très inspirant en fait de regarder ce qui se fait ailleurs, de voir. Alors ça a été mon cas. J'ai mené des travaux. Ce fameux livre de 99 en témoigne, assez critique des actions publiques sur les copropriétés. Mais le fait d'avoir regardé ailleurs ce qui se passe quand, justement, les pouvoirs publics n'interviennent pas, quand il y a des difficultés, enfin, il n'est pas prévu, disons que les pouvoirs publics interviennent, on se rend compte finalement de l'intérêt qu'il y a à avoir en France des dispositifs comme ceux qui existent. Donc voilà. Donc oui, peut-être justement pour prolonger ce que je viens de dire, une des grandes différences, c'est que la notion de copropriété en difficulté comme problème public, avec ce que cela implique comme système d'intervention des pouvoirs publics, quelque chose qui est à peu près ignoré à l'étranger, dans tous les pays qu'on a. En clair, l'État français intervient dans ces cas-là. Oui, intervient. Enfin, il n'intervient pas dans tous les cas, mais en tout cas, il y a des moyens qui sont à la disposition des acteurs publics pour intervenir quand il y a de grosses difficultés dans une copropriété. Spécificité, c'est très français. Voilà, c'est très français. Vous avez étudié quoi, l'Angleterre, le Royaume-Uni? Alors là, en ce moment, j'ai étudié... Pour avoir un autre exemple, un peu une idée de ce qui se passe ailleurs. En ce moment, j'ai un terrain d'enquête, comme on dit, qui est commencé avec une collègue qui s'appelle Christine Lelévrier, sur l'Angleterre. Et donc, effectivement, là, on voit des copropriétaires en difficulté, plus exactement des copropriétaires en difficulté, enfin, copropriétaires entre guillemets, c'est un droit qui est tout à fait différent, et qui n'ont aucun recours, c'est-à-dire pour lesquels le recours à la puissance publique n'existe pas, n'est pas envisageable. Donc ça, c'est tout à fait frappant en fait ces comparaisons entre ce pays par exemple et la France de ce point de vue. Oui, surtout si l'on se remémore ce que vous avez dit tout à l'heure, que bien souvent ce ne sont pas forcément des propriétaires très aisés. Oui, voilà. Souvent, ce sont les propriétaires qui sont face à des difficultés, sont souvent des copropriétaires qui sont par ailleurs plutôt défavorisés, on va dire. Ouais. Alors, venons-en peut-être, en se rapprochant un petit peu des organismes HLM, copropriétaires, comme on le sait, je crois autour de 700 000 logements HLM maintenant. C'est beaucoup, ça fait quoi, près de 15% du parc total.
qui rentrent dans des copropriétés sous diverses formes. Peut-être qu'on ne va pas trop les détailler, elles sont bien connues de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. L'acquisition de logements en VFA notamment, dans un ensemble, la vente de logements sociaux dans des immeubles collectifs ou l'achat de logements dans des copropriétés déjà existantes. Enfin, il y en a peut-être d'autres. Quel est le système le plus utilisé, le savez-vous? Alors, là, je crois que j'étais très attentive à vos chiffres parce que moi, je ne dispose pas de données. Enfin, voilà, on a très peu de données sur ce sujet. Là, je viens de participer à une recherche, enfin, de données statistiques, j'entends. Je viens de participer à une recherche qui était pilotée par Mathieu Gima sur les... Que nous avons reçu. Sur les copropriétés issues de la vente HLM. Donc, c'est une modalité de mise en place de copropriétés dans le secteur HLM, enfin, donc, de ces systèmes mixtes qui nous intéressent, enfin, ce qui me semble très intéressant à étudier. Mais il y a bien sûr la VFA. Et puis, puisque j'ai parlé des copropriétés en difficulté, c'est une autre modalité de création d'immeubles mixtes. C'est le rachat par des organismes HLM dans des copropriétés en difficulté de certains lots. Donc ça, c'est aussi une voie de création de ces immeubles mixtes, donc contenant des logements HLM mais qui sont en copropriété. Quand on parle de copropriété comme une organisation humaine et sociale, comment l'entendez-vous à partir des travaux que vous avez faits dans tous ces domaines? Oui. Et pas seulement, je le redis, dans les HLM. Oui, principalement pas dans les HLM, à vrai dire. Donc, bon, mais là, peut-être qu'on peut refaire allusion à la comparaison internationale. Donc, on a, avec un groupe de chercheurs, à partir de 2017, lancé une recherche qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Vivre en copropriété » et qui est fondée sur une comparaison, alors d'abord une comparaison juridique et puis une comparaison sociologique entre la France et plusieurs pays. Et ce qui ressort, ça paraît être paradoxal après ce que j'ai dit précédemment, c'est que bon, on a des droits qui sont contrastés. Par exemple, en Angleterre, il y a un propriétaire unique des parties communes, de ce qu'on appelle en France des parties communes. Et puis les copropriétaires, entre guillemets, ceux qui sont propriétaires d'un appartement, sont en fait titulaires en quelque sorte d'une concession auprès de ce propriétaire principal, propriétaire des parties communes. Donc eux, par exemple, c'est les leaseholders, pour parler comme on le fait dans ce pays, donc ceux qui sont, disons, propriétaires d'un appartement, pour faire simple, ils paient des charges au propriétaire unique qui s'occupe en principe de la gestion des parties communes. Bon, donc voilà, on voit que c'est absolument différent du système français où tous les copropriétaires ont attaché à leur lot privatif une quote-part des parties communes et donc sont de droit propriétaires collectivement des parties communes. Et censés les entretenir. Et censés les entretenir. Et s'organiser collectivement pour les entretenir. Donc alors voilà, là, deux systèmes. S'appuie sur une seule personne, enfin sur donc voilà, on pourrait dire, bon, le système anglais, après tout, c'est plus clair, c'est beaucoup mieux. Bon, ce que montrent des travaux, et en particulier des travaux menés par des Britanniques, des chercheurs britanniques, c'est que en Angleterre comme en France, il y a des problèmes d'organisation pour parvenir à des décisions de travaux, par exemple. Donc, dans tous les pays, en fait, quel que soit le droit, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les systèmes qu'on a pu entrevoir, mais dans tous les pays, il y a des problèmes d'organisation. Il n'est pas simple de prendre des décisions collectivement. Donc, et pour comprendre comment se prennent les décisions, il faut, je dirais, ne pas se focaliser sur ce qui se passe en assemblée générale ou sur ce que font ou ne font pas les organes de la copropriété, donc syndic, conseil syndical, assemblée générale. Mais il faut regarder comment, par exemple, se mettent en place, se développent les relations de voisinage. Il y a évidemment une porosité entre les relations de voisinage et la manière dont les décisions se prennent en copropriété. Donc tout ça, ça donne une épaisseur sociale à la copropriété qu'il faut absolument prendre en considération. D'accord. Sinon, on ne comprend pas ce qui s'y passe. Bien sûr. Mais vous parlez, je crois, d'un travail d'appropriation de la copropriété. Alors ça nous ramène un peu peut-être au tout début, lorsque l'achat est effectué, puis après, dans la durée, à quel moment on se rend compte qu'il y a aussi des devoirs
d'entretien, de participation aux travaux, et que les habitants sont plus ou moins impliqués. On voit le rôle du conseil syndical, évidemment, ici. Mais à quel moment sont-ils suffisamment informés? Où se prennent les processus de décision? Si ce sont des travaux partiels, des travaux plus conséquents, est-ce qu'il y a un moyen d'organiser les choses de manière à ce que ce soit mieux compris? Parce qu'on voit bien, finalement, autant en Angleterre, enfin au Royaume-Uni qu'en France, vous dénoncez cette difficulté. Oui, alors bon, les pouvoirs publics ont bien compris l'importance du conseil syndical, et les syndics aussi, hein, ceux qu'on a pu enquêter au travers des différentes recherches, le savent, voilà, savent quelle est l'importance du conseil syndical. Donc c'est très important, et joue un rôle très important, je dirais, dans la construction des décisions, hein, en amont des assemblées générales. Et l'information aux habitants, l'information et au personnel d'ailleurs. Oui, l'information, elle passe par différents canaux aujourd'hui, hein, et notamment par Internet. Voilà, et bon, c'est, je dirais, dès lors que les copropriétaires s'engagent un tant soit peu dans la gestion de leur immeuble, ils vont vers des sources d'information. Donc, c'est ce qu'on a pu voir dans nos enquêtes. Et puis l'information, elle circule encore une fois entre eux. Alors, la question qui se pose souvent, c'est pourquoi devient-on, par exemple, conseiller syndical? Pourquoi s'engage-t-on dans la gestion de sa copropriété? Donc, quels sont les ressorts un peu individuels, hein, de cet engagement? Mais il ne faut pas oublier que c'est un engagement collectif, donc c'est une forme d'action collective, et que du coup ça se passe aussi par l'intermédiaire, enfin par l'entremise de relations interpersonnelles qui se nouent dans la copropriété. Et c'est aussi par ces canaux que circule l'information juridique. Voilà, donc c'est très important de regarder comment fonctionnent les conseils syndicaux, et d'avoir un regard attentif sur ces copropriétaires engagés. Il y a une thèse qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Flavia Leon sur l'engagement des copropriétaires, et qui montre dans les copropriétés populaires. Voilà, donc ça c'est intéressant, peut-être eu égard au thème d'aujourd'hui. Donc on peut penser comme ça, si on ne connaît pas vraiment le sujet, que les copropriétés qui fonctionnent mieux sont celles où les copropriétaires sont les plus argentés, où il n'y a pas de problème, pas de problème, disons, financier. Que ce sont les problèmes financiers, le faible niveau de revenus des copropriétaires qui font sombrer les copropriétés. Nous, nos travaux montrent que non. Non, c'est pas du tout, établir une causalité linéaire de ce type-là. Ouais, c'est intéressant. Voilà, et que il y a des ressorts d'engagement chez les copropriétaires populaires qui soutiennent leur copropriété et qui mettent en place des modes de fonctionnement tout à fait impressionnants. De même, dans une copropriété mixte, c'est pas forcément la personne la plus aisée qui va prendre les choses en main. Ça peut venir d'ailleurs. Ça peut venir d'ailleurs. Oui, il y a quand même des il y a quand même la question des ressources dont on peut disposer pour se sentir légitime. C'est ça. Voilà, pour dire par exemple, je me présente au conseil syndical. Donc tout ça, évidemment. Parce que je suis plus aisée ou que j'ai un appartement plus grand ou que ça peut aider. Non. Voilà, non, mais enfin, il y a des ressources qui sont à chercher. Alors, oui, les inégalités, elles sont d'ordre économique dans une copropriété, mais pas seulement. Et donc, les ressources qui sont mises à l'œuvre par les copropriétaires qui s'engagent, c'est souvent des compétences qui sont acquises dans d'autres sphères, notamment dans la sphère professionnelle, et aussi dans d'autres sphères d'engagement. Voilà. Bien. Et c'est souvent ça qui fait qu'on se sent légitime et qu'on est reconnu comme tel pour être engagé, pour participer aux conseils syndicaux. À quel moment, Marie-Pierre Lefebvre, on peut faire de la prévention des difficultés à venir ou des travaux à engager éventuellement? Ouais. Alors, d'entretien, d'amélioration, voire des vrais travaux de rénovation énergétique, par exemple. Ouais, la question de la prévention, là, vraiment, on commence à s'en préoccuper, alors que pendant longtemps, on a cherché à mettre en place surtout des dispositifs curatifs, et des dispositifs curatifs qui intervenaient souvent trop tard. Voilà. C'est assez récent, alors, cette prise de conscience qu'il faut
Faire de la prévention ? Alors, faire de la prévention, je dirais, ça passe surtout par, et c'est en rapport avec ce que je disais au tout début, par des dispositifs de veille et qui sont mis en place plutôt au niveau local. Et là, on voit des collectivités locales qui sont plutôt pilotes pour différentes raisons. Et qui, depuis assez longtemps, je pense à Brest, par exemple, mais il y a d'autres... C'est bien citer des cas, au contraire. Qui me viennent à l'esprit, qui ont joué un rôle pilote dans la mise en place d'observatoires des copropriétés, et donc qui ont, de ce fait aussi, noué des relations avec le monde de la copropriété, qui est divers, notamment les représentants des copropriétaires, et les syndics éventuellement, et donc qui, de ce fait, connaissent, sont faites de difficultés qui peuvent advenir. Moi, ce que j'avais montré dans mes travaux des années 90, c'est que les premiers à être sollicités quand difficulté il y a par les copropriétaires, c'était les collectivités, locales. D'accord. Voilà. Donc c'est leur intérêt bien compris tout à fait. De faire de la prévention. C'est tout à fait. Ce que vous voulez dire. On en revient à cet ouvrage que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc je l'ai dit, première édition 99, deuxième très récente 2023, et je redonne le titre, La copropriété en difficulté, faillite d'une structure de confiance. J'aimerais juste citer la présentation du livre, je ne sais pas si elle vient de vous, de votre éditeur. Les règles juridiques de la copropriété ne suffisent pas à elles seules à protéger les copropriétaires, je crois que vous nous l'aviez expliqué. Comment faire lorsque les partenaires eux-mêmes se défient des règles du jeu ? Oui, c'est toujours vrai. 2023, en tout cas, ça l'est encore. Oui, voilà, c'est ça. Là, j'ai assisté. J'étais. Ce que vous appelez le manque de confiance, quoi, la structure de confiance en défaut. Oui, voilà, c'est ça. Donc, d'après des recherches récentes, et là, il y a un nouveau programme qui est lancé par le PUCA sur la copropriété en difficulté. Donc, sans doute parce qu'il faut actualiser les données. Oui, apparemment. Ce qu'on constate en écoutant les acteurs de terrain notamment, c'est qu'on est toujours un peu dans les mêmes systèmes vicieux que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire que non seulement les difficultés adviennent, et ces difficultés, elles prennent un tour tragique assez rapidement, mais en plus, ça induit une défiance généralisée. Donc, des copropriétaires, alors ça c'est souvent lié à des moments conflictuels, on comprend pourquoi, entre copropriétaires, et ça induit aussi des difficultés avec les syndics, mais les syndics aussi sont souvent à mettre en cause dans ces processus, et ils l'ont été, ces syndics. Et puis les copropriétés en difficulté sont aussi des copropriétés qui ont du mal à trouver un mandataire compétent. Voilà. Alors, il y a maintenant des syndics sociaux. Il y a des compétences qui commencent à être vraiment acérées, je dirais, chez certains professionnels qui sont spécialistes de ce type de copropriété. Donc ça, c'est, je dirais, ce sont des copropriétés quand les problèmes sont vraiment engagés et que les copropriétaires ne s'en sortent pas, qui ont des particularités. Et ces particularités, il faut les connaître pour pouvoir répondre à ces difficultés. Je ne crois pas qu'on puisse s'improviser spécialiste de la copropriété en difficulté. Et les syndics... cherche pas non plus particulièrement à s'impliquer. Je vous cite encore. La certitude est inhérente à la copropriété. Oui. C'est pas très rassurant, ça, pour oui. aurait d'organismes prêts à entrer dans le système de la copropriété, même s'ils sont très nombreux. Ça vient d'où, alors? De relations un peu instables ou d'une mauvaise estimation de l'environnement, je ne sais pas, de dégradation du bâti qu'on n'a pas vu assez vite. Oui, c'est ça. Non, ce qui est facteur d'incertitude, c'est le fait que, on a affaire à une multitude de partenaires dans une copropriété, c'est ça. Que les marchés immobiliers, évidemment, sont labiles. Il peut se produire des tas de choses en termes de valeur de l'immobilier, on le sait.
Et donc, ça a une incidence, par exemple, sur les copropriétés. Ça, bon, voilà, un exemple de source d'incertitude. Donc, les achats et ventes, les allées et venues, enfin, le turnover dans une copropriété est un autre facteur d'incertitude. Et puis, j'évoquais les professionnels. Je ne veux pas du tout porter un jugement général sur ces professionnels de la gestion, mais c'est vrai qu'on constate que quand un syndic est en mesure j'en ai rencontré dans mes travaux de terrain, de mesurer la fragilité d'une copropriété et d'intervenir à temps pour prévenir les difficultés, ça se passe mieux que quand le syndic est plus loin du terrain, moins en phase avec le conseil syndical et donc avec la vie de la copropriété, où la prévention des difficultés est plus compliquée. Quoi. On voit les pistes ou les écueils à éviter. Oui. Mais vous parleriez quand même aujourd'hui, là nous sommes 2025, et on voit quand même que la copropriété est quelque chose qui s'étend beaucoup, qui se répand beaucoup, y compris dans le logement social, où effectivement on n'a pas forcément affaire à des ménages très aisés. Est-ce que vous parleriez quand même aujourd'hui d'une fragilisation des copropriétés, ou est-ce qu'elles restent solides et pour l'avenir? Enfin, solide. Est-ce que le système paraît-il menacé? Alors, il y a des ajustements qui sont faits au droit de la copropriété, qui Parce qu'on a le sentiment qu'il y en a de plus en plus, au contraire. Oui, alors la copropriété, c'est quand même une solution d'avenir, puisqu'on cherche à densifier les villes. Ça, c'est ce que soulignent souvent les urbanistes au sujet de la copropriété. Voilà, donc je pense que le droit de la copropriété, donc, il est en évolution. Il y a des tas d'ajustements qui ont été faits et qui sont certainement pas être faits. Il y a une commission du Sénat qui a porté l'année dernière sur la paupérisation des copropriétés. Donc je dirais que les pouvoirs publics sont mieux informés, au plan local aussi. Conscients du problème. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Qui nous éloigne plutôt de la fragilisation. Mais comme, oui, je l'ai dit, donc j'assume, cette incertitude, elle est un peu inhérente au système même de la copropriété. Donc, il faut y faire face. Quel serait votre... C'est pas une colle, Marie-Pierre Lefebvre, mais avant de recevoir Hervé Le Savoisier qui vous écoute, là, je le vois, qui a certainement d'autres commentaires à faire, quel serait votre conseil, disons le premier, à donner pour assurer justement la pérennité de la copropriété, qui, comme vous l'expliquez très bien, est une solution quand même satisfaisante. Oui. Alors, en tout cas, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est prêter attention à la création, au moment de la création des copropriétés. D'accord. Et donc là, ça peut être... pas partir trop vite, pas s'emballer sur un notamment projet. La création de copropriétés issues de la vente de logements sociaux. Mais les copropriétés qui sont neuves aussi. On sait par expérience que des copropriétés très complexes, ou plutôt imbriquées dans des systèmes très complexes, ont été créées à certaines époques. Par exemple, au moment de la création des villes nouvelles en Île-de-France, on a imbriqué les copropriétés dans des systèmes compliqués d'ASL, etc., d'associations syndicales libres, pardon. Et on a créé des solidarités entre des copropriétés qui elles-mêmes étaient fragiles. Et ça a conduit à des désastres. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer... Parce qu'on a créé... Déjà, il y a une espèce de forme de solidarité forcée à l'intérieur même de la copropriété. Et là, entre des copropriétés qui en l'occurrence, étaient fragiles, je pense à des copropriétés à Cergy-Pontoise, en Île-de-France, on a créé des solidarités pour le chauffage, pour les charges de chauffage, qui est quand même quelque chose d'assez fondamental. Et donc, quand les charges n'ont plus été payées, ça a induit la mise en difficulté de toutes les copropriétés qui étaient solidarisées par ce système d'ASL. Donc, dans des copropriétés nouvelles, on crée de tels dispositifs assez complexes, assez compliqués. Donc là, moi aussi, je serais assez... circonspecte sur l'avenir de ces dispositifs. Donc faisons attention. En tout cas, vous mettez en garde, on le voit bien. Je mets en garde et puis je dis aux acteurs, tenez compte des résultats des travaux de recherche qui existent et qui montrent ce que vous appelez des points de fragilité, des facteurs de fragilité. Donc il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas et sur lesquels il est difficile d'agir. Mais ceux qu'on connaît, on peut éviter de
voilà, on peut les prévenir, ces facteurs de risque. Merci beaucoup Marie-Pierre Lefebvre pour tous ces enseignements et toutes ces informations. Il est temps, je crois, d'accueillir Hervé Le Savoisier qui va venir ici à ma place. Ce sera votre discutant dans cette rencontre. Il est consultant formateur, il est ancien directeur des syndics, on l'a dit, 1001 Vie Habitat. Et je crois que je ne l'ai pas précisé, il a présidé aussi le club Habitat Social pour la ville. Peut-être qu'il va vous en dire plus à ce sujet. On l'accueille. Merci infiniment et bravo pour ces travaux. On rappellera bien sûr les titres des ouvrages que nous avons cités. Vous avez mentionné aussi plusieurs chercheurs. Oui, je peux vous donner les références, bien entendu. On les aura. Merci beaucoup. Bien, Marie-Pierre Lefebvre a donc exposé les travaux, en tout cas les plus récents sur le sujet. Elle y travaille depuis les années 90, on est allé jusqu'à aujourd'hui. Et elle est rejointe par son discutant, donc en l'occurrence c'est Hervé Le Savoisier qui est venu. Je l'ai dit, consultant formateur, qui a une bonne expérience des syndics, dont elle a beaucoup parlé, me semble-t-il, et qui a également présidé le club Habitat Social pour la ville. Donc, votre témoignage, cher monsieur, ce que vous avez à dire de ces propos et surtout à partir de votre expérience directe. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur deux points qui me paraissent essentiels, en tout cas qui ont attiré mon attention. C'est la complexité des règles juridiques, puisque la copropriété, finalement, ses fondements, c'est la loi de 65, face à la difficulté de mettre en place ces règles juridiques, j'allais dire ces règles du jeu, et pour que la partie soit bonne, il faut qu'il y ait des bons joueurs autour de cette règle. Et quand je vous ai écouté, ça a vraiment fait écho à ma pratique, parce que la copropriété, pour le commun des mortels, a priori, c'est simple. J'achète un bien, je suis propriétaire en devenir, je le serai complètement lorsque j'aurai remboursé mon prêt principal. Dans la vie, c'est compliqué. Moi-même, d'ailleurs, qui était un professionnel de l'immobilier, avant que je m'attaque à la copropriété, j'étais amené à gérer des sites compliqués tels que des sites en renouvellement urbain. J'ai mis 18 mois pour parler couramment, j'allais dire, le syndic, qui est le professionnel de la gestion de ces ensembles immobiliers en copropriété. Et quand je dis j'ai mis 18 mois à le parler couramment, c'est pas une boutade, c'est véritablement, on est obsédé par, et tout le monde est obsédé sans le vouloir, par être en conformité avec le droit, parce que c'est ainsi. Et puis surtout, faut le rappeler, c'est que la copropriété relève de la chancellerie et pas de la tutelle du logement. Alors certes, il y a des règles communes avec le CCH, mais ça c'est assez singulier et qui fait que ça peut donner en tout cas des complexes. Moi j'en ai eu, est-ce que je vais y arriver? Et puis bon an mal an, on y arrive parce que lorsqu'on veut jouer cette partie avec ces règles, eh ben, il faut être, j'allais dire, un peu malin, un peu futé, tout en respectant les règles de l'art, mais c'est une façon de jouer. Et puis, la partie sera plus ou moins bonne si les autres joueurs jouent aussi de leur partition. Ça, c'était le premier point. Et je vous rejoins également sur la nécessité de la structure de confiance pour que finalement, il y ait une vie sociale et au-delà de la vie sociale, ces copropriétés fonctionnent. Parce que ce qui est très compliqué dans une copropriété, c'est que tout le monde a le sentiment qu'il détient, en tout cas à défaut du droit, la vérité pour la bonne marche de la copropriété. Et si on n'a pas, en tout cas moi j'y vois 4 conditions de réussite de cette structure de confiance dont vous parlez. La première, c'est qu'il y ait des convergences patrimoniales fortes entre chaque partie prenante. Alors, les copropriétaires, mais également les copropriétaires entre eux, le conseil syndical, qui est une émanation, le syndic, qui va être le gestionnaire, et puis, bien entendu, en ce qui me concerne, lorsque on est syndic copropriétaire pour le compte d'une société HLM, entre autres, où la société HLM est un des copropriétaires parmi les autres,
Donc il y a également cet acteur-là à tenir, qui va jouer un rôle déterminant. La collectivité locale, et puis bien sûr, selon les territoires, l'État local, et puis quelques collectivités, je pense à quelques départements qui peuvent être également leviers. Donc c'est tous ces joueurs qui veulent bien jouer la partie, rentrent dans le jeu avec leurs propres objectifs. Et chacun va vouloir considérer que sous l'angle patrimonial, au moment où on parle de rénovation énergétique depuis un bon moment, chacun pense détenir ce qui est le meilleur pour le collectif. Le problème, c'est que finalement, on a une somme d'individualité, et cette somme d'individualité ne fait pas nécessairement collectif. Donc ça, c'est important, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, que j'ai pu observer, moi, en tant que bailleur social, il faut qu'il y ait une cohésion d'équipe forte au sein du bailleur social copropriétaire. Quand je dis forte, c'est les différents métiers qui composent le bailleur social. Vous avez donc le gestionnaire syndic, lorsque le bailleur social est doté d'un syndic interne, ou le syndic externe, peu importe, mais le métier de syndic. Le gestionnaire locatif, copropriétaire. Le maître d'ouvrage, celui qui va avoir en charge le pilotage des travaux, et puis bien entendu le financier qui va lui être déterminant dans l'arbitrage pour apporter sa quote-part au même titre que chaque copropriétaire qui va jouer cette partie-là. Mais donc l'autre condition de réussite, il faut qu'on arrive, et je pourrais en revenir plus longuement plus tard, faire en sorte que il y a une véritable cohésion d'équipe forte au sein de l'organisme HLM pour bien jouer la partie qui s'engage. Et la troisième condition, c'est le respect de chaque entité à ses propres règles de gouvernance, ses propres modes et lieux de décision, sa propre temporalité. Et ça aussi, il faut le combiner. Une assemblée générale, ça a ses règles. C'est pas celle du comité d'investissement du bailleur social, ni celui du conseil municipal de l'élu, etc. Et puis, le dernier point, et là je voulais avoir votre avis sur ces différentes temporalités. La quatrième, condition de réussite, c'est une banalité, c'est le savoir-faire. Et alors, sur les savoir-faire, dans ce jeu d'acteurs, j'aurais aimé que vous reveniez sur votre expérience sur les syndics. À travers vos travaux, est-ce que vous avez pu observer des différences d'approche, de posture du jeu entre un syndic classique qui fait de la copropriété privée et un syndic qui intervient dans une société, dans le cadre d'une société HLM mixte, une copropriété mixte, d'un syndic interne propre à un organisme HLM. Oui. Alors votre question est très intéressante. J'y répondrai très modestement à partir d'un travail. Donc ce travail fait dans le cadre d'une recherche dirigée par Mathieu Gima, où on s'est intéressé à la gestion effectivement de ces copropriétés mixtes. Et on a dans nos études de cas, on a étudié de manière approfondie en fait plusieurs copropriétés. Et dans ces copropriétés, on avait les deux cas que vous mentionnez. Dans les deux cas, on a constaté ce que vous évoquez en creux, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes qui coexistent et qui se méconnaissent, qui continuent de se méconnaître finalement, des systèmes de règles qui sont différents, et aussi des modalités, un rapport à la gestion patrimoniale qui est complètement différent. Quand vous parlez de convergence patrimoniale, nous, on ne l'a pas vraiment sur nos études de cas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien entendu. On n'a pas vraiment repéré cette convergence. On voit quelque chose qui est probablement en train de se construire, une convergence qui est en train de se construire, des acteurs de terrain, alors des référents copropriétés par exemple, ou des syndics internes à des bailleurs sociaux qui essayent de s'acculturer au monde que vous avez évoqué, tellement complexe, de la copropriété. Dans un cas, le monde complexe de la copropriété, dans l'autre cas, le monde qui n'est pas non plus aussi simple de la gestion HLM.
et qui bâtissent quand même, qui bricolent, hein, je dirais, des modes de faire pour répondre à des problèmes qui viennent du terrain. Parce qu'en fait, on s'est pas mal intéressé à des acteurs qui sont en contact avec le terrain, avec la copropriété, donc qui essayent d'être à l'écoute des problèmes des copropriétaires ou des locataires HLM. Voilà, mais quand on parle de complexité de la copropriété en général, il faudrait parler de complexité au carré peut-être pour les copropriétés mixtes, parce qu'on a deux systèmes de règles qui coexistent, deux aussi conceptions de la gestion patrimoniale qui coexistent, et tout ça avec des ensembles qui sont, enfin des ensembles immobiliers, des immeubles dont la vie est aussi rendue plus complexe par le turnover lié à la vente de logements sociaux, le maintien de locataires du parc social, donc avec des trajectoires qui sont encore plus diverses que dans la copropriété en général. Donc tout ça crée de l'instabilité pour les organes de gestion, pour les gestionnaires du parc social. Mais on a vu au moins dans un cas, par exemple, des modalités, des instruments qui commençaient à être, quand je parlais de bricolage, je pense par exemple à ça, des instruments de suivi à l'immeuble qui permettent de suivre à la fois les copropriétaires, donc ce qui relève du syndic a priori, et les logements en copropriété qui relèvent du syndic, et les logements qui sont propriété du bailleur social, et d'avoir des indicateurs qui soient à l'échelle de l'immeuble, parce que l'échelle de l'immeuble correspond au vécu des copropriétaires et des locataires. C'est important, l'échelle de l'immeuble, de mon point de vue. Bon, voilà. Oui, encore que là, je suis pas trop votre analyse sur cette complexité. S'il y a dans la même unité de lieu, de temps et d'action qu'est la copropriété, deux mettre du temps et avec ses propres règles, ça peut le complexifier. Je pense que le bailleur social doit concéder que sur cette copropriété, il y a un syndic, qu'il soit interne ou externe, qui est lui qui doit être le garant de cette règle du jeu. Quand je parlais de convergence patrimoniale, qu'est-ce que ça veut dire? Des copropriétaires vont peut-être vouloir que les travaux qui seront mis à l'ordre du jour pour l'année prochaine, ça va plutôt être de résidentialiser la copropriété, alors que le bailleur social, lui, va peut-être vouloir reprendre la toiture ou un des éléments composants de l'immeuble, la mise aux normes des ascenseurs, et que typiquement, cette mise aux normes, qui est une obligation pour le bailleur social, ne va pas rencontrer l'attente des copropriétaires. Bon, c'est pas aux normes, mais l'ascenseur fonctionne. Donc nous, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est que notre copropriété soit résidentialisée et fermée sur le quartier. Un exemple. Ça, c'est convergence patrimoniale. Comme dirait la chanson, c'est peut-être un détail, mais ça peut entacher de la défiance si, au fil donc des mois, coûte que coûte, parce qu'il y a un sachant, et c'est là qu'est la difficulté, qui est le bailleur social, sur la nécessité de remplacer des composants lourds d'un immeuble face à des copropriétaires non sachants, mais qui ont la maîtrise d'usage ou le droit d'usage parce qu'ils y vivent, disons, au quotidien. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, une des complexités et un temps, disons, à mettre en œuvre. Voilà ce que je ne sais pas si je suis plus clair sur ces notions de convergence patrimoniale ou de programmation commune, pour parler peut-être plus simplement. Mais ça, c'est important au niveau des acteurs. Et le syndic, lui, il doit être là, pour le coup, ramené à la raison, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt les autres. Faute de quoi, la confiance va avoir du mal à s'installer. Oui, voilà. C'est difficile de comment dirais-je, de dépasser le caractère disjoint de ces deux
voilà, de ces deux systèmes. Mais je suis d'accord avec vous que c'est pour penser que cette idée de convergence, elle est sans doute la clé de la convergence, de la mise en adéquation de ces deux systèmes. Je ne sais pas. Enfin, bon. L'élu peut, à ce moment-là, il peut être, je ne sais pas si vous l'avez pu l'observer dans les travaux, mais peut être un facteur qui va faciliter aussi le dialogue. Dès lors qu'il a une vision sur son territoire et sur la gestion de ce territoire, et pour contenter ses administrés, parce qu'il va savoir qu'il y aura des copropriétaires et des locataires, il peut absolument être aidant pour l'avoir vécu sur certains territoires. Est-ce que dans vos travaux, vous avez pu observer que l'élu peut être l'activateur, la locomotive ou en tout cas sa capacité à rétablir ou instaurer un climat de confiance? Sur nos terrains, non. Mais encore une fois, voilà, c'est uniquement sur nos terrains. Les élus ont un rôle au moment de la mise en vente, évidemment, de la décision de mise en vente. Mais en aval, j'ai pas vu que ça... Enfin, voilà, sur les terrains sur lesquels on a enquêté, ça ne s'est pas produit. Et je pense que ça doit exister à certains endroits, mais les élus qui s'intéressent au fonctionnement des copropriétés... ça, j'ai pu le voir de manière plus générale. C'est pas absolument général. Non, ça, je vous le concède. C'est d'ailleurs, ils le font souvent quand ils sont interpellés. Il suffit de voir chaque collectivité locale avec un parc HLM conséquent, un service ville, un chef de projet ville. C'est rare où il y a un chef de projet copro, sans pour autant que le territoire bascule dans des copropriétés dégradées, où là, malheureusement, bien souvent, on arrive un peu trop tardivement. Et à ce sujet, moi, je suis un peu plus critique, enfin, moins optimiste que vous sur l'appétence des pouvoirs publics sur l'appréhension des copropriétés. J'ai un peu, moi, encore le sentiment que face au mur démographique, à l'échelle c'est quand même, il y a 10 millions de Français qui vivent en copropriété, c'est quand même encore un angle mort. C'est-à-dire que je pourrais avoir piloté des rénovations thermiques parce que c'est le droit, c'est la règle du jeu. C'est ça qui est compliqué. Nous ne pouvons pas, les syndics ne peuvent pas faire de l'ingénierie sociale, ne peuvent pas faire de l'accompagnement social. C'est-à-dire avoir des équipes dédiées qui vont prendre du temps pour mettre en place des moments de concertation, mais répétés, multipliés pour créer ces conditions de confiance. Et qu'il y a des financements, indépendamment de la prime rénov qui peut baisser, augmenter selon les contextes budgétaires. Il n'y a pas suffisamment, il n'y a même pas de ligne du tout pour que ce temps soit financé pour qu'il y ait de la concertation, des moments pour des familles, pour leur expliquer quel est l'enjeu d'une rénovation thermique, ça va coûter tant, qu'est-ce qu'on peut financer pour vous. Et ça, je pense que les pouvoirs publics ne sont pas assez proactifs dans la période préventive. Je sais pas, j'ai peut-être voulu voir le verre à moitié plein, mais je me fie à votre expertise sur ce plan. Non, il y a plein de raisons de penser que c'est absolument pas... que oui, qu'il y a plein d'endroits où le problème est tout à fait ignoré, que les moyens restent fragiles, comme vous l'avez dit. Les services chargés des copropriétés sont loin d'exister dans toutes les collectivités territoriales. Au niveau de l'État, ceux qui s'intéressent à ce sujet, ont toujours besoin, je pense, de se faire... de défendre leur bout de gras, entre guillemets, pardon. Voilà, donc oui, je pense que tout ça... Alors, je n'aurais pas non plus été ingrat, c'est-à-dire que l'État fait lorsque ça va mal. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs, l'ANA, avec des relais locaux pour accompagner les copropriétés dégradées. Vous avez parlé de syndics sociaux, il y a des structures dédiées qui ont été créées ex nihilo pour y remédier. Si ce n'est que la majorité,
en tout cas, si je prends la majorité, ce sont des copropriétés, j'allais dire, normales, qui vivent tant bien que mal, avec les ressources qui sont les leurs, c'est-à-dire le budget dédié. Et ça, on s'en est aperçu il y a 3 ans avec le choc de l'inflation, le coût de la molécule de gaz qui a explosé. Des copropriétés, en tout cas, qui posaient aucun problème, subitement se sont retrouvées dans des fragilités extrêmes, notamment lorsque le contrat de fourniture arrivait à expiration et qu'il fallait le renouveler et que la molécule était passée de 48 euros à 210 euros, molécule de gaz. C'est des choses, disons, où là, il n'y a pas de levier. Alors, il y a eu le bouclier tarifaire, bien entendu, mais disons de façon plus générale, je pense que on gagnerait à avoir une approche beaucoup plus préventive en amont. Certainement. Mais le problème que vous soulevez, celui de l'énergie, fait partie des grands facteurs d'incertitude. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais c'est évident. On a cela, et puis la capacité aussi, je ne l'ai pas entendu dans vos travaux, mais ce que j'ai pu observer, moi, il y a une fracture générationnelle au sein même des copropriétés. On a, en tout cas, je vois les copropriétés, de par leur occupation, sont vieillissantes. C'est à l'échelle de l'histoire contemporaine française. Et puis, on a des nouveaux copropriétaires qui, eux, sont... Alors que les autres ont déjà payé leurs biens, rentrent sur le marché de la copropriété. Et c'est vrai que au-delà des attentes de ce que peut de chaque copropriétaire, et sur son rapport, en tout cas, à son bien, c'est très différent. Et ça s'exprime de façon... Alors là, j'ai pu l'observer, moi, dans de nombreuses assemblées générales, de façon assez soutenue. Est-ce que pour vous, il y a une nouvelle génération de propriétaires qui arrivent sur le marché à travers ce que vous avez pu étudier? Alors, les conflits à l'intérieur des copropriétés, on en a observé beaucoup, j'en ai observé beaucoup tout au long de mes recherches. Donc, la fracture, oui, elle peut être générationnelle. Enfin, dans une des copropriétés qu'on a étudiées dans le livre Vivre en copropriété, il y a par exemple une différence qui est forte, alors qui s'exprime de façon conflictuelle, mais pas un conflit très radical, entre ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des anciens copropriétaires, mais ce ne sont pas forcément des jeunes. Ce sont des gens qui sont plus avancés dans le remboursement de leur emprunt ou qui sont pleinement propriétaires déjà. Qui ont aussi des moyens pour investir qui sont plus réduits, enfin pour, par exemple, engager une rénovation énergétique, et d'autres plus jeunes, qui arrivent avec d'autres projets. Vous parliez tout à l'heure de projets patrimoniaux. Donc oui, le facteur de l'âge est un facteur, mais en sociologie, on insiste alors sur d'autres facteurs, et notamment sur le facteur des trajectoires résidentielles ou patrimoniales, qui sont liés à l'âge, bien entendu, mais pas seulement. Voilà. C'est-à-dire pas seulement à l'âge. Parce que ce qui fait qu'on a plus de... Enfin voilà, qu'on a déjà remboursé un emprunt, qu'on rembourse un emprunt rapidement, ça tient à l'âge, mais ça tient aussi à la durée de l'emprunt, que les ménages modestes empruntent plus longtemps, par exemple. Enfin, je prends cet exemple. Mais l'idée de trajectoire patrimoniale, elle a été travaillée par un chercheur qui s'appelle Loïc Bonneval, par exemple, qui montre une grande diversité, alors de trajectoire patrimoniale, et donc du coup qui a un effet sur la stratégie à l'égard de son patrimoine. Donc ça, c'est un facteur très clivant. Mais bon, celui qu'on a l'habitude de mobiliser beaucoup, moi je mobilise beaucoup dans mes travaux, c'est tout simplement celui des classes sociales. Donc à l'intérieur des copropriétés, on peut avoir des classes sociales qui sont assez contrastées. Les copropriétés sont par définition des univers assez hétérogènes socialement. Donc voilà. Donc ça, c'est évidemment un facteur de divergence en termes de stratégie patrimoniale. Mais l'âge est aussi un facteur, bien sûr. Oui. Par rapport à toutes ces questions qu'on a soulevées sur les trajectoires finalement personnelles d'un copropriétaire,
lorsqu'on est bailleur social investi dans le champ de la copropriété, c'est important parce que, d'une part, ça fait partie aussi de notre objet social, nous, d'encourager les mobilités résidentielles. Donc, pour beaucoup d'ex-locataires, être propriétaire de son logement, c'est répondre à cette aspiration. Donc déjà, il y a, je pense, cette obligation qui nous honore. Là où c'est l'autre chose où ça me semble important, et c'est là où on se confronte à un monde nouveau, c'est que nous avons une compétence de gestion collective. Certains diraient peut-être qu'il y aurait même un syndrome collectif qui doit se mesurer face à des aspirations nouvelles, et elles sont toutes individuelles. Et c'est important parce que ça exige du bailleur social, pour le coup, beaucoup de souplesse et sa capacité d'agilité sur de nouveaux comportements, de nouvelles attentes, et donc avec son mode opératoire adéquat pour répondre, disons, à ces attentes. Et puis, ce qui me semble important, je parlais tout à l'heure en introduction de convergence patrimoniale. Bah ça, c'est quand même notre plus-value. On sait comment piloter la maîtrise d'ouvrage, piloter des travaux, les diagnostiquer, faire face à des injonctions réglementaires ou pas. Et ça, avec des équipes ad hoc, savoir expliquer, simplifier tout ce circuit de décision qui va être amené à voter ou pas des travaux. Si le bailleur social s'organise pour bien jouer la partie, il peut mettre ses occupants, disons, en condition de confiance. Et c'est à ce titre-là que lorsqu'il, a fortiori, est doté d'un syndic interne, tout en essayant de respecter son rôle, il peut être aidant. Parce que le syndic, pour terminer là-dessus, c'est un métier, et je dis sans péjoration, très binaire. C'est gestion et comptabilité. Or, la copropriété, c'est une somme d'individualité qui doit être dans une logique de projet. Et ça, le syndic, il n'est pas payé pour ça, et c'est pas sa raison d'être chef de projet. Et ça, par contre, ces compétences-là, on les trouve chez le bailleur social, qui peut être véritablement un appui, un atout pour ses copropriétés. Bien, merci infiniment à tous les deux pour cet échange, ces apports que nous fait Hervé Le Cervoisier sur les propos de Madame Lefebvre. Merci à tous. Nous donnons rendez-vous pour une très prochaine émission sur notre petite chaîne de l'AFPOLS, des paroles libres de l'AFPOLS. Merci encore à nos deux invités. Merci. Et bonsoir.